Bonsoir. Nous allons bientôt commencer parce qu'on a une conférence extrêmement intéressante mais chargée et timée. Donc, la conférence d'aujourd'hui, elle a été proposée par les SJG, les CHUV et l'ASRIM. L'ASRIM, pour ceux qui ne connaissent pas, et l'Association suisse romande intervenant en faveur des personnes atteintes des maladies neuromusculaires. Et puis, elle organise justement plusieurs événements chaque année pour parler de ces maladies et de leurs enjeux pour les personnes malades, les proches et les personnels soignants. Donc, on sait très bien que plusieurs de ces pathologies neuromusculaires touchent aussi beaucoup de spécialités différentes. Donc, c'est important aussi de transmettre voilà, les différentes perspectives par rapport à la maladie. Et puis, extrêmement importante, les témoignages un des patients. Merci beaucoup d'être là. Voilà, à savoir qu'en plus de ces événements des formations, l'ASRIM offre du conseil social, des groupes d'entraide et des loisirs adaptés. Donc, n'hésitez pas de consulter le site web parce qu'il fournit plein d'informations et pour les personnels soignants et pour les patients. Donc, juste deux petits mots avant de commencer avec les différentes présentations. La première, c'est que je vous prie de bien vouloir évaluer cette séance. Vous avez un QR code que vous pouvez scanner ici devant ou à la sortie. Et puis, vous pouvez récupérer les attestations qui sont juste devant ou bien vous écrivez un email aux personnes qui ont organisé et qui ont fait en fait, que cette conférence soit possible pour qu'ils vous envoient l'attestation par mail. Voilà. Entre-temps, je me permets donc de commencer avec tout d'abord la présentation clinique et l'approche diagnostique dans cette maladie. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Agustina Lascanon. J'ai fait toute ma formation de neurologue à Genève, ma formation en tant que pour la médecine en Argentine, et puis je travaille à l'heure actuelle en tant que responsable de l'unité NMG au SJG. Donc pourquoi finalement cette pathologie est importante? On sait que c'est la troisième forme la plus courante des myopathies d'origine génétique chez l'adulte. Elle a été décrite la toute première fois par Louis Landouzy et Joseph Dejerine. D'ailleurs, cette maladie, elle est aussi connue comme la dystrophie de Landouzy-Dejerine. Et puis, notre collègue Dr Vicino va vous faire un topo en fait de voilà, toute l'évolution de la découverte de cette maladie, etc. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et puis, comme les noms de la maladie l'indiquent, il est caractérisé par une faiblesse des muscles faciaux, ceinture scapulaire et la partie proximale du bras. Donc ça touche entre 5 à 12 personnes pour 100 000. Les chiffres en Suisse exacts, on ne les a malheureusement pas. Et puis, cette pathologie elle est caractérisée par un diagnostic en général tardif, avec des symptômes qui apparaissent en moyenne entre l'âge des 15 à 30 ans. Mais ceci dit, il y a différentes formes. La forme infantile qui correspond à un 10% des présentations cliniques, qui a donc, généralement des formes qui sont plus sévères au niveau symptomatique. La forme classique, donc on va plutôt axer et discuter aujourd'hui, qui correspond à la plus grande majorité. Et la forme tardive, qui apparaît au-delà des 50 ans, en général des patients qui sont très, très peu symptomatiques en fait. Donc, c'est une maladie à transmission autosomique dominante, mais à savoir qu'il y a des formes sporadiques rapportées dans la littérature entre 10 à 30% des cas. La pénétrance est incomplète et environ de 30% des porteurs sont asymptomatiques. On connaît deux types de formes. La forme la plus fréquente, c'est la FSH, la forme 1, qui correspond à 95% des cas, et la 2 à 5% des cas, avec des mécanismes de génétique moléculaire un tout petit peu différents, mais que finalement, tous les deux, ils vont, entre guillemets, finir par la même voie, donc un gène DUX4 qui est anormalement exprimé. Et puis justement, cette gène qui est anormalement exprimé, il va donc participer à la destruction des fibres musculaires. Donc je ne vais pas m'étaler sur les
mécanisme des deux qui va être abordé plus en détail plus tard. Et ceci conduit à des phénotypes cliniques qui sont un peu différents. On parlait tout à l'heure des phénotypes classiques, donc la faiblesse qui est à savoir en général asymétrique, qui va toucher, comme les noms l'indiquent, principalement des muscles du visage, de la ceinture scapulaire et des membres supérieurs, mais pas que. Plus tard, ça va intéresser aussi les membres inférieurs. Et à savoir que les signes sont souvent unilatérales ou asymétriques, comme je l'ai dit tout à l'heure. La forme infantile, en général, plus sévère, et puis on va trouver une phénoménologie un tout petit peu différente, donc une diplégie faciale qui apparaît par exemple en premier, avant les 5 ans, et par la suite, c'est des enfants qui vont avoir un retard d'acquisition motrice, et puis des troubles, de statique de la colonne, avec une hyperlordose, des troubles de la marche, et puis, plus rapportés que chez l'adulte, des cas de hypoacousie, et des rétinopathies, mais qui en général, elle est asymptomatique en fait. À savoir qu'il y a des formes aussi atypiques, et ça aussi c'est important de les garder en tête, donc pas forcément avec cette atteinte facio-scapulomérale, mais plutôt par exemple des tableaux incomplètes qui va épargner la face, ou ça sera une diplégie faciale isolée, ou bien une dystrophie des ceintures sans l'atteinte faciale, ou une scapula lata, ou bien complètement autre chose, une faiblesse qui prédomine cette fois-ci au niveau distal ou qui atteint juste monobrachial ou l'atrophie au niveau du mollet, etc. Donc quelque chose comme ça un peu écarquillé en fait. Alors, il y a deux aspects. Un, c'est les motifs de consultation, donc les plus fréquents. C'est pas en général cette problématique faciale en fait, c'est plus, les patients consultent davantage pour des difficultés à lever les bras au-dessus de la tête, pour une scapula lata, pour des troubles de la marche ou des chutes à répétition, ou des pertes d'équilibre comme ça, et notamment des douleurs musculo-squelettiques. En général, l'atteinte faciale, ça ne ressort pas trop lors de l'anamnèse, donc il faut aller chercher, en fait, par exemple, des patients qui vont vous rapporter des conjonctivites, des kératites, une sécheresse oculaire, donc il faut poser les questions de façon plus active. Dans les tableaux que vous voyez tout en haut, par exemple, dans cette étude, je ne sais pas si vous voyez la souris, voilà. Non, pas tellement. Bref, vous voyez que chez les femmes, il y aura plus des symptômes initiaux sur forme de l'atteinte faciale plutôt que chez les hommes. Mais voilà, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas vraiment une problématique pour laquelle les patientes consultent davantage, en fait. Donc, je me suis permis d'utiliser cette figure qui vous montre un petit peu les différents éléments cliniques qu'on peut repérer à l'examen neurologique. Je vais les reprendre à quelques-uns de ces éléments tout à l'heure. Donc, voilà, on disait effectivement que cette paralysie faciale, elle est souvent sous-diagnostiquée. Elle peut être discrète chez 25% des fois, et souvent, c'est des patients que, en général, les gens, ils les prennent pour étant un peu arrogants, avec un regard très peu expressif, en fait. Donc, voilà, vraiment comme un trait de personnalité, de quelque sorte, en fait. Il aura cette faiblesse, en fait, elle peut être assez variée. Donc, juste comme on disait tout à l'heure, un petit retard de clignement avec des patients qui ont des problématiques des conjonctivites ou sécheresse oculaire, ou bien vraiment des signes comme on voit dans la figure tout en haut, le signe de Bell avec cette fermeture incomplète de la paupière, ou le signe de cils de Souck quand on peut, justement à la fermeture des yeux très très fort, on peut voir en fait les cils, chose que ne devrait pas être le cas. Et puis, j'ai trouvé aussi intéressant de vous montrer l'image tout en bas. Vous voyez cette patiente que, normalement, elle fait des expressions faciales à différentes émotions. Donc, la première image, vous voyez un visage neutre. Dans la deuxième image, vous voyez quelqu'un qui est censé être contente. La troisième image, elle est triste. Et la quatrième fois, elle est fâchée. Alors, vous allez me dire, vraiment, ils ressemblent un peu tous, en fait. Comme ça, vous voyez à quel point cette problématique faciale, elle est quand même là, mais souvent sous-diagnostiquée. Au niveau de la ceinture scapulaire et des membres supérieurs, j'ai mis un peu des exemples, les plus marqués. Des fois, ça peut être juste des signes très, très discrets. Les scapula lata que vous voyez sur votre gauche. Au milieu, en fait, cette phénoménologie un peu atrophie au niveau du trapèze avec une préservation relative du deltoïde et par la suite une atrophie du muscle biceps qui donne cette impression d'avoir des petites collines, polyhill en fait.
Et puis, votre image que vous voyez sur la droite, avec cette bras qu'on appelle de Popeye, en fait, justement, dû à cette préservation du deltoïde avec une atrophie du biceps, et puis une main un peu pseudo-radiale ou flail hand. Au niveau du tronc et des membres inférieurs, souvent, c'est des patients chez qui on confond, qu'on pense qu'ils ont un problème un peu des graisses abdominales, en fait, alors que c'est toute une autre problématique de faiblesse de la musculature au niveau abdominal. Vous voyez cette protrusion abdominale qui apparaît sur la droite. Ces plis axillaires aussi en raison d'une atrophie des muscles pectoraux. Et puis, sur votre droite, vous voyez donc, cette atrophie du mollet qui apparaît où il y a la flèche. Et bon, vous ne la voyez pas dans cette image, mais les patients peuvent aussi présenter un pied tombant. Mais finalement, il n'y a pas que cette problématique de faiblesse. Il y a toute autre constellation des symptômes qui sont souvent banalisés ou pas trop pris en compte par les médecins, mais c'est quand même ce qui gêne énormément la qualité de vie des patients, notamment la douleur. Je vous montre sur cette diapositive en fait les différentes localisations des douleurs. Donc, comme vous voyez, souvent localisées au niveau du dos. Des fois, c'est un des premiers symptômes qui apparaissent. Et puis, ce qui est très intéressant de voir, c'est que c'est quand même un tiers des patients qui prennent plus de 6 médicaments par jour pour essayer de soulager cette problématique algique. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez parlant. Il n'y a pas que l'aspect des douleurs, il y a des patients qui peuvent aussi présenter des dyspnées ou des formes des douleurs thoraciques. D'autres études ont montré que même des patients qui n'ont pas forcément des plaintes respiratoires, ils ont quand même des spirométries qui ne sont pas tout à fait normales. Parmi ceux qui ne sont pas normales, plutôt avec un pattern restrictif, des plaintes cognitives sous forme de fatigue, troubles des concentrations, tristesse, troubles du sommeil avec une somnolence diurne en fait, et des scores stop-bang assez perturbés, des anomalies à l'électrocardiogramme, 33%, soit avec des fibrillations auriculaires, soit avec des flutters, donc souvent asymptomatiques. Voilà, et puis tout autre symptôme, donc je vais toucher un mot tout à l'heure. Par exemple, on parlait surtout pour la forme infantile, la forme pédiatrique, en fait, des troubles auditifs. On voit que plus ils sont des délétions, les patients, plus en fait ils perdent, et puis sur les suivis sur plusieurs années, en fait, ils perdent certaines fréquences en fait à l'audiogramme. Au niveau visuel, une rétinopathie vasculaire, donc la plupart des temps, c'est des problématiques, donc les patients ils sont asymptomatiques, mais on peut quand même trouver en fait qu'il y a cette tortuosité au niveau des vaisseaux de la rétine. Et c'est des éléments qu'il faut quand même tenir en compte et rechercher chez ces patients, justement. Voilà. Je ne sais pas comment on y va au niveau du timing, je pense que c'est plutôt pas mal. Finalement, c'est une maladie, donc les diagnostics, on va les poser sur la base clinique, l'examen neurologique, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, avec une confirmation génétique. Donc pour ça, on a besoin de mettre en évidence l'analyse des répétitions du D474 sur les chromosomes 4. Il y a différentes techniques, on utilise soit des Southern Blot, soit des PCR-based assays, ça dépend du laboratoire. L'identification des haplotypes dans les chromosomes en question. Et pour les formes donc, FSH2, on utilise les séquençages du chromosome SMCHD1. Et puis, pour tous les deux, l'état des méthylations du D474, dont on sait qu'il y a une modification à ce niveau-là. Dans les cas atypiques, donc vous vous rappelez qu'on a parlé des 3 types, la forme classique, la forme infantile et les cas atypiques. Alors ça peut être intéressant justement pour exclure surtout d'autres diagnostics différentiels, de faire un électronneuromyogramme, donc surtout une myographie. Les dosages de ces cas, en général, ces enzymes ne sont pas plus élevés que 1000 unités. Des rares cas qui peuvent amener à faire une biopsie musculaire, et puis l'IRM et l'ultrason musculaires qui deviennent un peu plus en force en ces moments, surtout comme marqueur des progressions. Je me permets de reprendre sur cette publication, dont une des auteurs est présent avec nous, qui résume un petit peu les parcours diagnostiques justement pour ces patients. On fait cette screening au niveau du chromosome D474, et puis
en fonction du nombre de répétitions. Enfin, ce qui est important, en gros, c'est qu'on va chercher l'FSH1 et si on ne trouve pas, on va chercher pour la forme FSH2. Et puis, si on ne trouve pas, il faut quand même garder en tête qu'il y a d'autres myopathies qui doivent être investiguées. Je me suis permis de faire une liste, donc je ne vais pas rentrer dans les détails sur les différents diagnostics différentiels en fait, qu'on doit poser justement à l'issue de ces tableaux si on n'arrive pas à aboutir à un diagnostic. Donc on a aussi des myopathies héréditaires ou pas du tout des myopathies, des syndromes de personnage-Turner, surtout à cause de cette scapula lata, ou bien des myopathies inflammatoires. L'évolution de la maladie, voilà, elle va aussi être assez corrélée, la sévérité, avec les nombres des répétitions des K7-4. On sait qu'environ 30% des patients ils vont utiliser ou avoir besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer après les 50 ans. Cette étude des cohortes, justement, qui montre un peu la différence hommes-femmes, et voilà, sur 578 patients, ils ont montré que les femmes sont plus susceptibles, en fait, d'attendre les fauteuils roulants que les hommes. Donc on s'est posé beaucoup la question autour d'un rôle estrogénique. Et puis c'est très important de dire aux patients aussi que l'espérance de vie n'est en général pas compromise, sauf dans ces rares cas où il y a une atteinte respiratoire importante. Donc pour conclure, je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est important de garder ces diagnostics en fait quand on a une personne qui a une faiblesse musculaire asymétrique, qui prédomine aux membres supérieurs plutôt par rapport aux membres inférieurs, avec une atteinte des muscles thoraco-abdominaux. Mais, voilà, on disait tout à l'heure, ces signes typiques qui sont souvent mal reconnus par les patientes, comme l'asymétrie faciale, c'est que, en fait, souligne l'importance d'un bon examen neurologique, en fait. Il y a certaines formes qui sont plus difficiles à diagnostiquer, comme les formes atypiques, notamment l'absence de symptômes classiques. Et puis, voilà, comme on disait tout à l'heure, une bonne connaissance des symptômes permet aux médecins finalement de poser des diagnostics, aller de l'avant et puis envisager les tests génétiques, les diagnostics moléculaires dont on va parler tout à l'heure.